Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on va parler cyclisme, on va débriefer l'UAE Tour, l'UAE Tour qui a été, comment vous dire, peu intéressant. C'était pas la course de l'année, voilà, pour tout vous dire, c'est pas la course où j'ai pris le plus de plaisir. On fera alors le programme de la semaine, comme ça va me permettre de le dire. Donc là, UAE Tour, il y a également Drôme et Ardèche qui vont arriver en termes de débrief. Kurn, ça sera certainement mardi, mais encore, ça dépend, parce que comme il y a le Samin, est-ce que j'aurai le temps d'enregistrer? Ça, c'est une bonne question. Piste verte, pas avant mercredi soir, je pense plutôt jeudi soir, du côté de Piste verte. Et il y aura une petite présentation de Paris-Nice, mais vraiment une petite présentation de Paris-Nice samedi ou dimanche. Et les Stradés aussi qui seront débriefés sur la chaîne. Donc programme encore chargé cette semaine. J'avais prévu de faire normalement un départ fictif. Je pense que j'aurai absolument pas le temps de le faire, donc c'est terrible. Le nombre de courses en ce moment, et puis le nombre de vidéos que j'ai à faire, et puis il y aura la moto également ce week-end, donc voilà, c'est un peu blocasse complet. Je commence donc avec cette UAE Tour. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo, notamment auprès de vos proches. On a 916. Il y a eu un bon week-end. Donc à ce rythme-là, on va atteindre les 1000. Ah enfin, le mec a mis le plus de vidéos pour atteindre les 1000 abonnés sur YouTube. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, ça c'est très important. À réagir dans les commentaires, à me poser des questions si vous avez envie de poser des questions. Et puis voilà, on commence tout de suite le tour. Donc comme j'ai dit, ça m'a très peu passionné. Autant j'avais eu plutôt de l'intérêt l'année dernière pour cette course, mais aussi peut-être parce qu'il n'y avait pas d'autres courses en même temps, presque. Que c'était plutôt calme en cyclisme l'année dernière en début de saison, et peut-être que ça avait renforcé ma curiosité envers cette course. Mais là, ça y est, je me suis fait un peu chier, quoi. Parce que les sprints sont... Des fois, ça roule que dans les 10 derniers kilomètres. Voilà, des fois. Donc, pourtant, il y a certaines étapes où j'ai regardé vraiment que les 30 derniers kilomètres. Hein. Bah, même en regardant les 30 derniers kilomètres, je me faisais chier. Et puis les étapes de montagne, bah, c'est aussi des sprints. Donc en fait, tu vois 8 sprints dans la journée. Je dirais que l'étape la plus intéressante était le contre-la-montre. Ce qui a permis de voir quel coureur était performant, quel coureur était plutôt en forme. Du côté du chrono, et puis de voir que Bissegger a quand même fait du bon travail. Donc je pense que ça sera... J'espère, parce que des fois quand je dis ça, la vidéo dure plus de 30 minutes. Donc une vidéo un peu plus courte que d'habitude. Et pour faire rapide, on va commencer par le bilan des Bleus. Du côté du bilan des Bleus, j'ai mis un seul plus. J'ai mis 2 coureurs en plus-moins. Et puis il y a 2 coureurs qui m'ont vraiment déçu. Du côté du plus, pour moi, c'est Geoffrey Bouchard. Une bonne semaine pour Geoffrey Bouchard, notamment une belle dernière étape de montagne, étape 7. Il fait vraiment du beau boulot, Geoffrey Bouchard. J'ai oublié de signaler également que peut-être que la course a été ennuyante cette année. Aussi parce qu'il a fait très très chaud sur les Émirats pendant beaucoup d'étapes. J'avais l'impression que l'année dernière, il faisait un peu moins chaud. Mais du côté de Geoffrey Bouchard... Bon, il a fait plutôt une semaine correcte, en attente, je pense, avec les objectifs qui lui avaient été donnés du côté de la G2R. Voilà, il rentre dans le top 10 sur l'étape 7. Il finit au général, là je suis sur le classement des points, 8ème. Donc voilà, 1 minute 46, et c'est plutôt très bien. Bon, derrière un Rafał Majka et Carlos Verona, mais sinon... je dirais qu'il a totalement fait le travail. Il finit devant David de la Cruz, devant Nelson Poles, devant Luc Plap qui se dit la nouvelle star du cyclisme, devant Jane Lay également. Et en montagne, il a fait également des très belles montées. Donc plutôt satisfait, plutôt content de ce qu'a fait Geoffrey Bouchard. Geoffrey Bouchard qui est quand même un coureur qui a remporté des classements de la montagne sur les grands tours. Voilà, donc on sait ses qualités de grimpeur. Après, j'ai toujours un petit souci avec Bouchard, c'est que
pour moi, il n'est pas en capacité de jouer le général des grands tours. Après, sur une course comme ça d'une semaine, où l'opposition était quand même présente, il a fait plutôt un bon résultat, donc belle satisfaction pour Geoffrey Bouchard et puis pour AG2R. Là aussi, hein, il y avait un petit début de saison pour AG2R. Je savais pas que c'était catastrophique, mais c'était un petit début de saison. Puis là, depuis une semaine, ça y est, l'équipe est bien lancée et des résultats un peu plus en corrélation avec le niveau de l'effectif. En plus, moins, j'ai mis Romain Bardet. Du côté de Romain, il y a des choses que j'ai trouvées plutôt intéressantes. Comme souvent, il y avait de l'envie. Il était plutôt bien entouré par DSM. Ça montre qu'il est toujours véritablement le leader de l'équipe. Après, du côté de Romain Bardet, je trouve que sur le chrono, il perd un petit peu trop de temps. Voilà, et je trouve qu'en fin de saison, l'année dernière, il avait fait des meilleurs chronos. Là, c'était vraiment un vrai chrono de spécialiste. Hein. Puis ça ressemblait presque à un prologue. Hein, c'était moins de 10 minutes. Donc c'est quand même un effort qui est assez atypique. Mais du côté de Romain Bardet, voilà, il finit à 44e, mais à 46 secondes. Donc sur un chrono comme ça, moi j'aurais aimé 5-6 secondes de mieux. À 51 à l'heure. Après, c'était pas forcément non plus un chrono où il pouvait être rapide parce que on sait que c'est pas forcément le coureur qui développe le plus de puissance au monde et que là il fallait emmener du gros braquet et puis que c'était très particulier parce qu'il y avait l'allée avec vent de dos, ça allait très vite et au bout de 4 km il y avait un demi-tour et ensuite vous preniez vent de face et alors le retour était vraiment très très difficile. Il y a des coureurs qui ont complètement explosé sur le retour. Voilà, c'est peut-être la seule grosse déception du côté de Romain Bardet. Après, c'était une course de reprise. Il l'a dit, il a un peu souffert de la chaleur. Il finit 9e à 1,46. Donc voilà, c'est correct, mais sans plus pour Romain Bardet. J'ai mis également en plus-moins Rudy Barbier. Rudy qui est resté dans la même équipe, contrairement à son frère. Il est toujours chez Israël. Rudy Barbier que j'ai trouvé plutôt... Là aussi c'est plus moins, c'est-à-dire que c'est correct, mais pour moi ça ne suffit pas dans cet effectif qui est Israël Première Tech. Vous avez beaucoup de sprinters quand même. Du côté de Rudy Barbier, vous avez récupéré Nizzolo. S'il veut aller sur les grands tours, Rudy, et avoir du monde autour de lui, il faut qu'il fasse mieux. Et là, du côté de Rudy, il y a un top 5, ok, mais top 5, c'est pas peut-être suffisant pour cette équipe. Du côté de Al Marian Island sur l'étape 5, 9e de l'étape 6, 11e pour les 2 premières étapes. Bon voilà, c'est un coureur qui a envie d'aller sur les grands tours. Il a 15 Giro, hein, à 29 ans, c'est assez rare. Quand même d'avoir un seul grand tour dans sa carrière, mais après aujourd'hui par Barbier il fait partie des bons sprinters mais pas des très bons sprinters. C'est un coureur qui est capable d'avoir des résultats sur la saison, hein, mais c'est quand même pas un crack, on le sait, et puis à 29 ans il va pas devenir un crack. Israël, c'était un vrai test parce que c'est vrai que chez AG2R il a vu quelques bons résultats chez AG2R, notamment sur les courses françaises, puis qu'on attendait de voir ce que ça pouvait donner chez Israël. Bon, ça n'a pas été catastrophique chez Israël, mais on a compris que c'était pas le coureur peut-être qu'on avait espéré en le voyant chez AG2R, c'est-à-dire que c'est un sprinter intéressant, mais c'est pas un très bon sprinter. Et donc aujourd'hui, il est un peu limité, surtout dans un effectif où vous avez Giacomo Nizzolo, qui est quand même très bon du côté des sprinters. Donc c'est vrai que s'il veut faire un grand tour, ça me semble compliqué. Et c'est des courses test pour lui. Alors on le verra également sur Milan-San Remo, sur Paris-Nice. Sur le Samin également mardi. Le changement de température va être un peu radical, hein, pour lui. Mais pour moi, c'est un coureur. Ça ne suffit pas aujourd'hui pour une équipe comme Israël. Voilà, ces résultats-là. Et puis je rappelle, il est en fin de contrat, lui, cette année, chez Israël Première Tech. Tellement cette course m'a ennuyé, j'en baille.
Je passe au flop, je commence avec Arnaud Démare. Du côté d'Arnaud Démare, c'est difficile sur cette course quand même. J'ai vu à chaque fois le même problème sur ses sprints, c'est-à-dire qu'à 5 bornes de l'arrivée, il est bien. Il est plutôt bien en place. Groupama n'est pas trop devant non plus, c'est-à-dire il commence à se remettre devant, mais on sent qu'il y a encore pas mal d'équipiers. On sent que l'équipe est plutôt bien, et puis dans le dernier kilomètre et demi à chaque fois, j'ai l'impression qu'il perd son train, pas une grande confiance envers son poisson pilote sur cette course-là, et puis derrière, il se fait enfermer, il se fait manger tout cru. Alors il y a quand même une 5e place, mais quand t'es Arnaud Démare, l'objectif c'était quand même de se montrer sur cette course-là. L'objectif c'était de claquer un top 3, hein, de montrer ce qu'il sait faire à Arnaud. Et là, c'est un peu le même problème que l'année dernière, je trouve, c'est-à-dire que j'ai vraiment l'impression qu'il n'a pas confiance dans son poisson pilote. On a beau changer l'ordre du train, ça change pas grand-chose, et surtout un gros manque d'agressivité dans le final. Il se fait manger dans tous les sprints. Il y a un moment, Bennett et Labora lui défonce sa gueule, enfin presque quoi. Il faut montrer des coudes quand on est sur des sprints, et je trouve il a été un peu trop gentil sur cette course-là. Et donc les résultats s'en ressentent parce qu'encore une fois, dans le dernier kilomètre, il se fait manger à chaque fois. Donc c'est un peu dommage pour Démare. J'ai vraiment l'impression, avec Démare, je le dis toujours, mais d'avoir un sprinter qui est en manque de confiance, ça se voit tout de suite. Un sprinter qui est pas en confiance, c'est un coureur qui va avoir tendance à faire des erreurs dans son approche du sprint, qui va avoir tendance à avoir un gros manque de confiance. Je dis toujours, un sprinter, c'est comme un attaquant au foot. Quand il marque pas, quand un sprinter gagne pas des courses ou a pas des résultats dans le top 3, au bout d'un moment, ça cogite et ça fait des erreurs. Et là, pour moi, Départ, il est totalement dans cette situation-là, c'est-à-dire que c'est un coureur qui n'est pas en confiance et donc qui accumule les erreurs sur toute la course. Et puis je termine avec Marc Sarrault, du côté d'AG2R. Marc Sarrault, il n'y a pas de train chez AG2R, donc c'est quand même compliqué. Ils sont quand même marrants chez AG2R au niveau des sprinters. Ils ont eu Barbier, ils ont eu également d'autres personnes chez AG2R. Ils ont Venturini depuis de nombreuses années. Là maintenant ils ont récupéré Sarrault, mais c'est quand même une équipe qui a eu l'œil de Mondori aussi à une époque, qui a eu des sprinters. Et à chaque fois chez AG2R, il n'y avait pas de train pour entourer le sprinter. Et c'est quand même terrible de ne pas avoir le train derrière pour entourer des coureurs qui ont quand même du potentiel. Marc Sarrault, on sait que c'est un sprinter qui a besoin d'un train. C'est pas un sprinter qui se démerde seul. À Groupama, il avait un train complet, il a besoin d'un train. Quand vous voyez le rendement de Marc Sarrault chez Groupama et le rendement qu'il a aujourd'hui, vous dites, il y a quand même une couille dans le potage. Mais en même temps, alors peut-être que physiquement aussi, c'est pas le top. Mais en même temps, comme habitué de performance, il n'y a pas un train, surtout dans une course comme l'UAE Tour, où pour être bon au sprint, il faut avoir un train. Donc voilà, j'ai du mal à comprendre la stratégie de la G2R et autour de Marc Sarrault. C'est dommage, c'est un bon coureur. Marc Sarrault, alors c'est peut-être pas, là encore, un crack du sprint. Pour moi, c'est un coureur qui est capable de faire des top 10 sur les grands tours. Mais pour ça, il faut lui donner les moyens. Et aujourd'hui, je trouve que du côté de G2R, on lui donne pas les moyens d'être performant. Donc c'est pour ça que ça pose un petit peu un problème. On passe tout de suite aux coureurs au top. Attaque de Marlou. Du côté des coureurs au top, je commence avec Pogacar. Bis repetita, il a été performant sur la course comme l'année dernière. Malgré le fait qu'il était un peu moins au-dessus du lot. Il y a déjà eu une crevaison sur une étape. Il était moins spectaculaire, moins au-dessus de la meute que l'année dernière. L'année dernière, Pogacar, il nous avait fait une démonstration. Il y a un bon contre-la-montre, où il finit pas très loin de Dumoulin, donc où je crois même devant Dumoulin sur le chrono. Je vérifie. Oui, juste derrière Dumoulin, à 4 secondes de Dumoulin, qu'on a au final vu que sur le chrono, Tom Dumoulin, parce que sur le reste de la semaine, il a été inexistant. Mais après, du côté de Pogacar, je trouve que sur les étapes de montagne, c'était moins au-dessus du lot de l'année dernière. On a vu encore une fois la force du collectif du AE
qui s'est quand même énormément renforcé. La force également chez UAE, c'est qu'un peu comme chez Sky, ils arrivent à mettre les égos de côté pour qu'un Almeida travaille pour un Pogačar ou pour qu'un George Bennett travaille pour un Pogačar. Ce qui est quand même, je trouve, très solide de leur part. Mais surtout de la part de Almeida. Voilà, et l'équipe a été plutôt très performante autour de Pogačar. Et malgré le fait qu'il gagne, cette course, je l'ai trouvée moins impériale que l'année dernière. L'année dernière, il avait été phénoménal. Enfin voilà, il était vraiment intouchable. Là, très clairement, je pense qu'Adam Yates, il pouvait, sur la dernière étape, lui passer devant, mais qu'il a trop attendu, Adam Yates. Et peut-être également qu'Adam Yates n'était pas assez bien entouré. Vraiment, du côté de Pogačar, j'ai trouvé un peu moins au-dessus du lot. Alors, malgré tout, il gagne la course. C'est pour ça que je le mets en top. Mais quand même, il faudra se méfier. Est-ce qu'il n'y a pas une petite baisse de performance? Et après, on est aussi au mois de février. Bon, voilà, l'année prochaine, l'objectif Tour de France, il est là. Et forcément, vu qu'il veut être également présent sur la fin de saison, il est obligé d'avoir aussi une planification d'entraînement un petit peu différente. On le verra aussi sur les classiques flandriennes, je rappelle, sur le Tour des Flandres, sur à travers les Flandres. Ce qui sera une première, mais étant donné qu'il va être également présent sur la Vuelta, il est un peu obligé d'être peut-être peu performant sur cette course-là. On va le voir également ce week-end sur l'Estrade, et puis ensuite Tirreno Adriatico. Tirreno Adriatico, on essaiera de faire un débrief, mais je ferai pas un débrief tous les soirs, ça je vous le dis tout de suite, ce sera un débrief global de la course. Mais vraiment si j'y arrive, parce que les années précédentes, à chaque fois je me concentre sur Paris-Nice et Tirreno passe un peu à la trappe. Du côté des autres tops, j'ai mis donc Adam Yates, qui a été performant pendant toute la semaine. Adam Yates, voilà, il est là aussi sur le chrono. Il fait quand même un beau chrono, Adam Yates. J'ai noté 29 secondes, c'est vraiment bien, surtout avec le retour qui était pas simple pour un petit gabarit comme ça. Ça le place qu'à 4 secondes d'un Vlasov, qui fait plutôt des belles performances dans ce domaine-là, et à moins de 10 secondes d'Almeida. Donc c'est aussi de Joao, donc c'est plutôt une belle performance. Après, du côté d'Adam Yates, il n'a pas manqué grand-chose face à Pogačar, mais j'ai eu l'impression d'un coureur qui est un petit peu frileux par rapport à Tadej. Surtout sur la dernière étape. Dernière étape, c'est vraiment bis repetita de l'année dernière. Dans le dernier kilomètre, je pense qu'il peut attaquer plus tôt. Je pense que Pogačar n'était pas impérial sur cette dernière étape. Mais après, on n'a pas voulu tenter le coup, et je trouve ça ce manque un petit peu d'envie, un petit peu dommageable, mais Adam Yates, les jambes sont là, il a montré également qu'il peut être leader, parce qu'on sait qu'il y a toujours cette question de savoir, mais qui sera à la place de Bernal sur le Tour de France si Bernal ne peut pas participer à la course, ou si il est en manque de conditions physiques, Bernal aussi, parce qu'il suffit pas juste de revenir de sa blessure, il faudra quand même être un minimum en conditions physiques pour accumuler 3 semaines de course. Et du côté d'Adam Yates, on a vu qu'il peut être leader sur un grand tour sans aucun problème, le coureur britannique. Je continue avec Bissegger, très grand chrono de la part de Bissegger. Face à Filippo Ganna, j'ai trouvé, il colle quand même 7 secondes à Ganna sur 9 km. C'est quand même un peu le type d'effort où Ganna est performant parce que ça lui vient de la poursuite. Je rappelle, c'est quand même le recordman du monde de la poursuite sur le cyclisme sur piste, Filippo Ganna. Et là, Bissegger, il a fait une démonstration avec un équipement sur Bissegger. EF, ils ont fait un énorme travail de soufflerie pour Bissegger. Parce que le casque a encore évolué. Le casque a maintenant vraiment une queue de requin. J'étais même habitué parce que c'est vrai qu'il y a une époque où on avait un peu arrêté avec les queues de requin, parce que le problème des queues de requin, c'est quand vous tenez la position, c'est parfait. Par contre, quand vous avez la tête baissée, la queue, ça fait un frein aérodynamique. Et là, du côté de Bissegger, il utilise vraiment la position d'il y a quelques années en contre-la-montre, très à plat. Et en même temps, il est très compact, il mange peu de vent, ce qui l'a vraiment aidé face à Ganna sur le retour. C'est vrai que Ganna étant plus grand, c'est un désavantage un petit peu par vent de face. Mais il était déjà très rapide sur l'allée, à plus de 60 à l'heure.
Il emmène un gros braquet et en même temps la position est très, enfin l'équipement qu'il utilise est très étonnant parce que j'ai l'impression presque de voir un équipement d'il y a une dizaine d'années. Mais si ça fait ses preuves en soufflerie, c'est bien et c'est pas vraiment le même équipement que l'année dernière, surtout au niveau du casque. Vraiment, la queue de requin me paraît plus longue et surtout j'ai l'impression qu'il n'y a pas le même casque que ses coéquipiers. Et j'ai noté également qu'Adam Yates n'avait pas le casque habituel de Ineos. Il avait une casque avec une légère queue de requin, alors que chez Ineos, on avait plutôt le casque qui venait de la piste, voilà, très rond. Au final, avec rien derrière, quoi, un casque presque normal. Et là, j'ai vu une petite queue de requin, donc on a peut-être fait des essais en soufflerie, et il avait peut-être un casque prototype à Damiette, c'est qu'on verra un peu plus du côté de chez Ineos, mais du côté de Bissegger, voilà, collé 7 secondes, ce qui correspond quand même à un demi-kilomètre-heure d'écart entre lui et Ganna. Sur 9 km, sacrée performance du Suisse et très belle victoire pour ce coureur. On sait qu'il est très bon aussi sur ce type de contre-la-montre, Bissegger. C'est qu'après, au-delà de 20 km, c'est un peu plus compliqué pour lui jusqu'à maintenant. Puis je termine avec Jasper Philipsen. Ça a été le sprinter le plus impressionnant de la semaine. Il a été sur tous les sprints impériales. Je pense qu'il n'y a que le sprint où il se fait battre par Cavendish, mais sinon... Enfin, voilà, il remporte le classement du meilleur sprinter et vraiment il n'a pas été vraiment inquiété sur ses sprints. Bien en place, le train Alpecin est en place et puis j'ai vu une sacrée puissance de la part de Philipsen. C'est le deuxième sprinter qui m'a fait la plus grande impression derrière Jacobsen. Pour moi, il m'a fait une meilleure impression que Caleb Ewan, donc vraiment très intéressant le sprint de Jasper Philipsen et le coureur a fait vraiment du très bon boulot cette semaine pour cette course. On passe tout de suite au Bonnet-d'Âne. Du côté des Bonnet-d'Âne, on va aussi aller assez vite. Je commence avec Gino Meder. Pas très performant cette semaine, Gino Meder. Déjà au niveau du chrono, je trouve qu'il perd beaucoup de temps par rapport à d'habitude, le Suisse. Il était assez loin, c'est plutôt un coureur qui est performant dans ce domaine-là, mais il finit seulement 72e à quasiment 1 minute. Donc je ne sais pas ce qui s'est passé, est-ce que la condition physique n'était pas bonne? Je n'ai pas plus d'informations à vous donner de ce côté-là, mais ça va être Gino Meder, c'est quand même plutôt un coureur qui est bon sur le chrono. Là, il était complètement largué, il se prend quand même 15 secondes sur Romain Bardet, donc enfin peut-être pas 15 secondes, plutôt 13 secondes sur Romain Bardet, et puis bon, quasiment la minute. Le classement n'est pas bon non plus, il est derrière même un Bernd Steiner, l'Autrichien, derrière Osorio, le Colombien, donc il y a vraiment eu un problème au niveau de la performance. Et puis, j'ai pas l'impression qu'il y ait un problème mécanique sur le chrono, de ce que j'ai vu. Peut-être que j'ai raté des images, mais pour moi, c'est vraiment au niveau des jambes. Et puis, il finit 14e seulement, à 2,42. L'écart me semble quand même un petit peu important pour lui. Donc, 15e, pardon. 15e à 2,42. Il prend quand même 13 secondes par un Jane Lake qui n'a pourtant pas fait un grand chrono. 8 secondes seulement devant Mentiès, il est devant Arensman. Voilà, je trouve que sa semaine a pas été incroyable à Gino Meder et c'est vrai que Bahreïn attendait, je pense, un peu mieux du coureur suisse. Je continue avec Masnada. Un peu pareil que sur le Tour de Man. Dans le Tour de Man, il y a beaucoup d'étapes que j'ai gagnées, que j'ai regardées en résumé. Donc c'est pour ça que je vous ai pas fait de débrief de la course. Mais de ce que j'ai vu du Tour de Man, du côté de Masnada, c'était quand même pour moi le favori. Alors certes, il y avait Yann Hirt, j'avais même pas mis parmi mes favoris Yann Hirt, j'avais un peu... Enfin voilà, j'attendais de voir ce que ça pouvait donner pour le Tchèque. Masnada, il a quand même eu, je trouve, un Tour de Man pas à la hauteur de ce qu'on pouvait espérer en termes de résultats. Après, pour quelle raison, ça c'est... Enfin, lui, il avait l'air d'être plutôt satisfait. Moi, Masnada, c'est quand même le mec qui fait... qui a fait des bons résultats dans sa carrière sur les grands tours, qui fait quand même deuxième du Tour de Lombardie l'année dernière, donc c'est quand même un mec qu'on impose. Mais là, sur ce Tour de Man, déjà, j'avais pas trouvé incroyable face à Yann Hirt, et puis sur le Tour...
Ouais, c'est pas fou non plus. Parce qu'il finit seulement 26e. Pour quelqu'un qui prévoit d'aller quand même sur le Giro, va falloir un petit peu cravacher parce que pour moi, il est une chouille en retard par rapport au temps de passage sur cette course-là. Et puis surtout, on l'a quasiment pas vu de la semaine, donc c'est ça qui est aussi inquiétant. J'ai mis également Cavendish. Encore une chute pour Cavendish, encore une grosse chute, comme sur le Tour de Man, du côté du coureur britannique. Alors après, il y a une victoire aussi. Mais sa victoire me fait pas oublier la 16e place sur la première étape où il se trouve pas trop avec le train et puis voilà, encore une fois une chute c'est la deuxième fois qu'il tombe quand même, Cavendish, depuis le début de saison. Je rappelle, il y a eu également sa chute en Belgique lors d'une course sur piste, donc ça fait quand même 3 chutes en moins de 6 mois du côté de Cavendish. 3 grosses chutes en plus, donc là il n'y a pas eu de blessure, mais vraiment il se prend une grosse chute sur le Tour. Donc c'est un peu un manque de concentration, la tête ailleurs. Après Cavendish est souvent tombé dans sa carrière, mais voilà, faut faire gaffe parce que ça peut avoir des conséquences sur le reste de la saison. Surtout que, bon, est-ce que ça sera sa dernière année à Cavendish? Je rappelle, 36 ans, alors même s'il a fait une très belle saison l'année dernière, il aura 37 sur le Tour de France. Il devrait faire plutôt le Tour d'Italie. La question est de savoir, est-ce que Mark Cavendish continuera l'année prochaine? Est-ce qu'il continuera chez Deceuninck Quick-Step? Voilà. Ou est-ce qu'il prendra pas sa retraite? Ça, c'est un peu la grande question. Et puis, je termine avec Sam Bennett. Alors, le train Bora, j'ai trouvé plutôt très bon. Même si chez Bora, je trouve que le champion d'Irlande était parfois un petit peu limite dans le dernier kilomètre. C'est-à-dire que physiquement, il avait du mal à tenir parfois du côté de la Bora. Ryan Mullen, voilà, qui était parfois un peu léger. Le train, je trouve, était très bon du côté de la Bora, malgré le fait qu'on avait un demi-train du côté de la Bora. Mon problème, c'est Bennett, vraiment physiquement. À chaque fois qu'il déclenchait ses sprints, j'avais pas l'impression d'une super puissance. Alors pourtant, bon, il prend une 2e place et une 3e place, mais même sur ces résultats-là, j'ai l'impression qu'il est extrêmement bien placé, que derrière, quand il déclenche son sprint, j'ai pas une impression de puissance, j'ai pas une impression de vitesse, de prise de vitesse, donc je suis assez surpris par Sam Bennett. Enfin, assez surpris. Je suis un petit peu inquiet pour Sam Bennett parce que c'est vrai que il y a eu quand même, il n'avait pas couru depuis le mois de juin, donc il faisait une grosse période sans course. Il y avait ce fameux problème de genou, on n'a jamais su si c'était vrai, faux, quelle était l'incidence de ce problème de genou. Là, je me semble quand même voir que Sam Bennett a pas la puissance qu'il avait auparavant. Donc voilà, je suis pas extrêmement rassuré malgré le fait qu'il y a eu 2 podiums. Il m'a pas impressionné sur ses sprints, alors que pourtant le train de la Bora, je l'ai trouvé vraiment très bon. Donc c'est pour ça que je suis un petit peu inquiet pour Sam Bennett. Bon, voilà, c'est la fin déjà de cette vidéo. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux. Je rappelle le programme de la semaine: piste verte jeudi ou mercredi soir au mieux, Kurn, Bruxelles-Kurn, le Samin aussi, et puis Ardèche plus drone classique. Ça sera dans la foulée de cette vidéo sur l'UAE Tour. Allez, ciao sur la Méga Production.